Voilà la guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Chacun devra jouer sa partition. Nous recevons pour vous Jean-Baptiste Kasekwa, ancien élu de la ville de Goma. Bienvenue, Monsieur Jean-Baptiste. Merci beaucoup, David. Bien portant. Assez bien, mais comment serais-je bien porté alors que Goma est en deuil? Goma vit l'hécatombe parce que ce qui est tombé sur Goma au plan humanitaire, au plan économique, au plan sécuritaire est inimaginable. Et donc j'en souffre. Et à tout premier lieu, je voudrais saluer la bravoure extraordinaire des vaillants militaires FARDC, ainsi que de Wazalendo, qui ont tenu tête contre l'agresseur depuis Saké, depuis Minova, et surtout autour de Goma, depuis le samedi, toute la journée du dimanche, le lundi, le mardi, et même présentement ce mercredi. Les militaires congolais et de Wazalendo tiennent toujours tête contre l'agresseur dans certains quartiers de la commune de Karisimbi parce qu'ils disent trop c'est trop. Pour l'honneur de la RDC, pour l'honneur de la dignité du Congo, ils refusent de capituler, ils refusent de se rendre. Et donc, derrière cette résistance, eh bien, Goma traverse des moments inimaginables. D'abord, au plan humanitaire, c'est un drame sans nom. Nous sommes au 7e jour, au cours desquels Goma n'a pas d'eau. Figure-toi, David, c'est le déplacé de guerre, qui depuis des années mange difficilement, vivent dans une vulnérabilité extrême, et que maintenant, 7 jours durant, ils ont du mal à trouver un seul litre d'eau. Je parlais hier à un responsable de la régie des eaux. Il me dit, jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu l'autorisation d'alimenter les quartiers en eau. Je pose la question, mais tu dois recevoir l'autorisation de qui? Il dit, je ne sais rien te dire, mais tu es assez grand pour comprendre. Donc, ceux-là qui viennent assiéger la ville, nous occuper, refusent d'accorder aux responsables de la régie des eaux d'envoyer de l'eau aux populations pour que les populations congolaises meurent de faim. Alors figure-toi, 7 jours sans eau, non seulement les conséquences sur la vie des déplacés, mais également sur toutes ces familles de Goma, les réserves en eau et les petites quantités que ces familles puisent grâce aux pluies qui tombent, les stocks sont épuisés. Conséquence, les familles ont été obligées d'exposer des enfants et des filles à sortir de la maison pour se rendre au lac. Parce que des papas ne pouvaient pas sortir au risque d'être assimilés aux combattants, aux Wazalendo, d'être tués. Ce sont donc des filles, des enfants, les longs dans des quartiers au bord du lac, qui sortaient avec des bidons sous des tirs. Et certains nombreux sont morts pour aller chercher de l'eau. Et cette eau-là, ils la puisent du lac pour la consommer sans aucun traitement, étant donné que depuis le dimanche, tous les humanitaires ont quitté Goma. Ceux-là qui distribuaient même des vivres sont partis. Ceux-là qui distribuaient de l'eau aux déplacés sont partis. Ceux-là qui se mettaient à traiter l'eau du lac sont partis. Et donc le risque de choléra pour ces populations qui buvent de l'eau du lac non traitée, le risque d'une épidémie de choléra est très très élevé. Autre facteur qui aggrave ces risques, c'est le nombre très très élevé de cadavres dans les différentes avenues. Donc il y a l'hécatombe là-bas.
Goma, c'est l'hécatombe. Là, je vous parle d'abord au niveau de la situation humanitaire. Les morgues sont pleines. Depuis que le Rwanda a lancé l'offensive sur Goma, depuis samedi nuit jusqu'à ce jour, toutes ces familles qui ont vu les leurs être tuées n'ont pas la possibilité d'aller les enterrer. Vous n'allez pas passer sous les coups de tir pour aller au cimetière. Or, Goma, c'est une ville sous des roches. Vous ne pouvez pas creuser dans une parcelle pour enterrer les corps. Du coup, vous avez des corps en décomposition. Dans des hôpitaux, les morgues sont pleines. Et des morgues et des hôpitaux privés d'électricité depuis 7 jours. Alors je disais, vous avez également des corps qui jonchent les rues, des avenues. J'avais des amis ce matin qui sont sortis vers Kitoko. Kitoko, vous avez l'université La Sapienza et la nouvelle cathédrale de l'église catholique. Et l'ami sortait de là jusqu'à l'abattoir de Kitoko. Il est rentré horrifié. Il me dit pas moins de 250 corps qu'il voit sur une distance d'environ 200 mètres. Je pose la question. Donc les 100 morts là, c'est faux, hein? Ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Au-delà, ça c'est seulement la zone de Kitoko. Qu'en est-il de la zone autour de Kihisi, aéroport, de la zone autour de Mogoma, hôpital, de la zone autour de Borne 12 et 13, par où l'armée rwandaise est entrée? Et des morts, ça et là, par des tirs d'obus qui tombent sur la ville. Bref, c'est l'hécatombe. Alors, parmi ces 70 morts à Kitoko, les habitants du coin décrivent le calvaire. C'est que nos militaires ont tenu à trouver une voie de sauvetage par le port de Kitoko, trouver des bateaux qui les prennent pour évacuer vers Bukavu. Et on a connu un incident malheureux. C'est que l'armée rwandaise a distribué des armes aux déplacés du cas à Kojenoki. Il y a un cas de déplacés. Et là, il y a beaucoup de Tutsis dans ce camp. La majorité sont des Tutsis. L'armée rwandaise a distribué des armes aux déplacés qui étaient dans ce site à Kojenoki, c'est près de l'hôtel Caribou. Ces déplacés-là sont partis récupérer des armes dans une parcelle à près de 500 mètres de l'hôtel Caribou et ils se sont transformés en combattants. Probablement que c'est parmi ces gens-là que l'on a retrouvé et d'autres militaires rwandais sont entrés par des hors-bords par Kitoko. Et donc des témoins racontent que nos militaires qui venaient de Mbambiro, de SSLK, pour trouver des bateaux qui les prennent de port, sont tombés dans une embuscade de ces gens-là. Quand ils ont vu ces gens-là armés, ils ont tendu les mains pour dire, s'il vous plaît, haut les mains, nous ne nous battons pas contre vous. Mais pour comprendre l'extrême cruauté de ces gens-là, ils ont commencé à tirer sur nos militaires. Les militaires congolais. Les mains à l'air, les militaires qui sont les mains à l'air. Violation du droit humanitaire. Les militaires qui ont les mains à l'air et ils se sont permis de tuer, de tirer sur eux. Et après quoi, ils ont entassé les corps à partir de 15, de 10, avec des tenues FALTC là-dessus. Et ils ont laissé les corps tout au long de la journée, sous le soleil, comme pour nous saboter et semer la peur au sein des Congolais, des enfants qui les voyaient comme ça. Donc, ce que l'armée rwandaise a opéré au plan humanitaire à Goma, c'est un génocide. Un génocide congolais. C'est un génocide. Et ça, c'est au plan humanitaire. Au plan économique, Goma a connu un pillage systématique sans nom, qui dépasse de loin les pillages que nous avons connus aux années 91 et 92. Comment ça se passe? Les gens du M23 arrivent, ils cassent les portes des entrepôts de PAM et demandent aux gangs, aux bandes d'entrer pour que chacun récupère des sacs de vivres. Figurez-vous alors ces populations déplacées. Figurez-vous tous ces prisonniers de la prison centrale Munzenze. Plus de 4000 parmi eux
beaucoup de gangs, beaucoup de bandits condamnés. Figurez-vous également toutes ces bandes qu'on appelait 40 voleurs dans la ville de Goma, qui ont ramassé des armes partout et qui se mettent à piller. Donc l'M23 ouvre les entrepôts comme pour donner les go, et c'est un pillage systématique. Toutes les boutiques sur les artères principales, dans les avenues, toutes les boutiques, tous les commerces, à l'hôpital de Sebeka Ndosho, là où le CICR traite les blessés de guerre, eh bien le CICR est à bout de médicaments. Pourquoi? Parce que tous les entrepôts de médicaments de CICR ont été systématiquement pillés. Les boutiques au centre-ville, à Biréré, pillées systématiquement. Donc, l'économie de la ville de Goma est en ruine sur une population qui, déjà, depuis plus de 2 ans, les routes étaient bloquées. Il n'y avait plus de clients à Massissi, à Rutshuru. Et donc, ces opérateurs économiques étaient déjà asphyxiés. Et maintenant, ils finissent par un pillage qui les ruine complètement. N'oubliez pas que Goma était resté le seul centre économique encore viable au Nord Kivu, parce que Butembo, Beni sont déjà totalement endeuillés depuis que les ADF ont commencé à incendier les véhicules et ont commencé à chasser les habitants de toutes les plantations de cacao. Donc déjà le Grand Nord économiquement est paralysé. Il ne restait que Goma, Goma qui était les lieux de refuge des habitants de Beni, de Butembo, de Lubero, de Rutshuru, de Nyiragongo. Et maintenant, tous les commerces, toutes les boutiques, toutes les pharmacies, systématiquement pillées. Au plan sécuritaire, la situation est innommable. Figurez-vous, l'armée rwandaise qui entre, les prisonniers de Munzenze, plus de 4000 qui sont libérés, les gangs de Kuluna et autres qui ramassent des armes dans les quartiers, dans les avenues. Ajoutez à cela la présence des Ouazalendou, la présence des militaires, dans un contexte qui n'avait pas été imaginé. Les contextes, c'est lesquels? Personne n'avait imaginé le scénario que la ville de Goma serait occupée, et à la fois par l'armée congolaise, appuyée par les FARDC, et au même moment par l'armée rwandaise. L'armée rwandaise pensait que, en arrivant, notre armée va capituler et ils vont prendre le contrôle de la ville. L'autre hypothèse était qu'avec l'appui de la communauté internationale, on condamnerait le Rwanda et le Rwanda n'entrerait pas et donc les FARDC garderaient le contrôle de la ville. Mais c'est le scénario du pire qui est arrivé, où plus personne n'a contrôlé la ville. Vous avez d'un côté l'agresseur qui est venu par la borne 12 et 13 par le nord, l'agresseur qui est venu également par Sake et Mubambiro, l'agresseur qui est entré à partir de tous ces cadres déplacés. Mais vous avez de l'autre côté les FARDC, les unités FARDC et les Ouazalendou qui ont tenu les contrôles de l'aéroport, les contrôles du Mogoma où se trouve la RTNC, les contrôles de tous les quartiers de la commune de Karisimbi, beaucoup de quartiers. Bref, nous avons connu depuis le dimanche jusqu'à maintenant une guerre à pleine ville extrêmement peuplée. Goma, c'est d'abord, à situation normale, 2 millions d'habitants. Mais ajoutez à ces 2 millions les habitants de Calais, les déplacés, les habitants de Massissi, les habitants de Nyiragongo, les habitants de Rutshuru. Donc, une ville extrêmement peuplée. Tous les déplacés ont fui leur camp pour aller se réfugier dans des balcons, les autres maisons au centre-ville. Toutes leurs tentes détruites. Ils ont fui. Et pendant qu'ils sont en train d'errer, ce sont des coups de tir, des coups d'obus, des armées rwandaises qui poursuivent nos troupes dans les rues de la ville. Nos troupes qui se battent contre l'armée dans les rues de la ville. Alors, vous vous imaginez combien de morts à balles réelles, balles perdues, des obus tirés ça et là. Ce qui accroît effectivement le nombre de personnes tuées, de personnes blessées. Et ces personnes blessées, lorsqu'ils se rendent dans les hôpitaux, lorsqu'ils sont amenés dans les hôpitaux, ne trouvent aucun médicament parmi les éléments d'urgence à Goma.
Il faut de toute urgence que le gouvernement trouve un mécanisme pour déployer des médicaments sur la ville de Goma. Même le principal hôpital Hill Africa, j'ai parlé à des médecins tout à l'heure, il ne leur reste que le paracétamol. Quelle que soit l'extrême gravité de ta maladie, on te consulte et on te donne le paracétamol parce que tous les stocks sont épuisés. Que ce soit à l'hôpital CBK Virunga, à l'hôpital provincial, dans tous les hôpitaux. L'hôpital Charité Maternelle a été détruit, a subi une bombe qui provenait du Rwanda. Et des enfants du service de néonatologie sont morts dedans. Impossible de faire le décompte parce que ce n'est pas encore possible de faire le bilan. Donc, Goma vit une situation... Alors, au plan sécuritaire toujours, donc dans ces quartiers-là, vous voyez des quartiers comme Majengo, Katindode, au niveau de Kilijiwe, Ndosho, nos militaires qui disent ils ne peuvent pas capituler. Ils ont vu les leurs qui ont eu la bonne foi de se rendre, lever les mains. Ils ont été tués. Ils ont été tués. Ils ne peuvent pas accepter de se livrer comme ça. Et ils disent, quoi qu'il arrive, ils vont se battre jusqu'à la dernière énergie. Mais ce que la population de Goma se pose comme question, c'est de dire, face à cet avantage de la résistance de nos militaires et Ouazalendo, depuis samedi jusqu'à ce mercredi, comment expliquer que le commandement des FARDC n'ordonne pas que des sauts offensives soient lancés contre les petites unités des agresseurs qui sont restés dans la partie Loubert au sud? Parce que si les FARDC venaient par Alimbongo, récupèrent Kirumba, récupèrent Rwindi, récupèrent Kiwanja, eh bien, ça augmenterait le moral de ces militaires et Ouazalendo qui sont en train de se battre. Il se dirait que notre gouvernement a déployé notre force qui viennent nous renforcer ici pour vaincre l'ennemi. On se pose la question, pourquoi n'y a-t-il pas d'offensive qui viennent par Nyabiondo pour récupérer Massissi Centre, de Massissi Centre attaquer Rubaya, la zone minière, parce que l'ennemi a dégarni toutes ces zones pour concentrer toute sa force sur Goma. Mais pourquoi l'état-major général des FARDC laisse une situation de statico pendant que l'ennemi, il a sa base arrière, c'est le Rwanda, il déploie nuit et jour, il nourrit ses troupes. Pourquoi nous lui laissons l'avantage de la tranquillité sur tous les axes, alors qu'il était possible de l'attaquer, de le déstabiliser sur toutes ces zones-là, et ceux qui sont à Goma sentiraient qu'il y a un soutien qui est en train de venir. C'est là qu'à mon avis, quelqu'un doit répondre de cette situation-là. Et c'est lui qui doit répondre. Lorsque le coach a changé à 6 ans, vous avez changé de joueur. Premier chef d'état-major général, deuxième, troisième. La situation ne change pas. Je pense que la responsabilité incombe au coach. C'est Félix qui doit répondre de cette situation. Comment comprendre cette situation-là? La bravoure, la force, la loyauté, la détermination, le patriotisme des FARDC n'est plus à démontrer. Mais comment expliquer que, tel que la population de Goma et de Nord Kivu le dit, de Calais, comment expliquer que de toutes ces zones dégarnies, il manque cette intervention qui serait l'ennemi? Bref, voilà la situation. Alors maintenant, Goma. C'est quoi maintenant la solution face à ça? Alors, la solution... Faudra-t-il négocier ou continuer avec le moyen militaire? Alors, je parlais avec des habitants de Goma ce matin. J'ai aimé, une maman me disait, Jean-Baptiste, que le Rwanda se détrompe. Ce n'est pas le fait de prendre certains quartiers de Goma qui signifie que le Rwanda et ses supplétifs du M23 ont gagné. Ils peuvent même prendre Goma, ils n'auront pas gagné. Le risque, c'est lequel? Le risque immédiat sur Goma, c'est le risque d'une guerre civile. Parce que les populations, toute cette surpopulation, ne va pas continuellement assister à une chasse à l'homme. Maintenant là, l'armée rwandaise qui est là généralise. Tout jeune est assimilé au Ouazalendo et au FARDC. Et donc, au-dessus sans ménagement, il y a risque d'une guerre civile.
et surtout lorsque des informations vérifiées attestent qu'on a distribué des armes à des déplacés et que l'on soit en train de tuer des autres, eh bien, lorsqu'ils voient les corps des militaires innocents qui n'ont pas franchi la frontière d'un pays étranger, ils sont morts dans leur propre pays. Dans leur propre pays. Simplement parce que l'ennemi, Kagame, il a la garantie de l'impunité, il veut soumettre sous sa domination, sous son hégémonie, tout le monde. Le premier risque, c'est le risque d'une guerre civile. Et la communauté internationale devrait en être consciente pour ne pas venir plus tard prétendre vouloir régler un problème de guerre civile qui se serait déclenché alors que la communauté internationale laisse faire. Le deuxième risque, c'est le risque de radicalisation et de généralisation des groupes armés. Goma aujourd'hui tend vers la situation de Tchétchénie. Toutes ces populations, tous ces Ouazalendo qui ont résisté depuis Bunagana jusqu'à ce jour et qui sont conscients qu'ils défendent une cause juste. Tous ces militaires qui ne vont pas accepter d'être désarmés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le Rwanda, à M23, pourra contrôler quelques quartiers de Goma, de la commune de Goma, centre-ville. Mais dans des quartiers peuplés, dans le territoire de Massissi, de Nyiragongo, de Rutshuru, de Lubero, c'est que le Rwanda est en train de commettre aujourd'hui à Goma, à Sake, à Minova. C'est que le Rwanda a commencé à commettre depuis longtemps. Dans les Rutshuru, le massacre de Kishiche, de Kanyangiri, est en train de raviver la colère de tous ses compatriotes innocents. Et non seulement donc le risque d'une guerre civile, mais le risque de la radicalisation des milices est très très élevé. Et le Nord Kivu, le Sud Kivu, toute la partie Est risque d'être davantage invivable. Maintenant, quelle solution? Pour l'immédiat, il nous faut accentuer la pression sur la communauté internationale pour qu'elle ait des sanctions ciblées. Mais cette communauté internationale semble être muette. Oui, c'est là effectivement ce qu'il faut condamner. Déjà, le caractère par lequel les manifestations de Kinshasa se sont déroulées démontre que la colère de la population peut dégénérer et conduire à des comportements que personne n'aurait souhaité. Mais je suis partisan personnellement des manifestations grandioses, pacifiques. Nous devons organiser les choses avec beaucoup d'intelligence. Des grandes mobilisations d'étudiants, de toute la population de Kinshasa pour dire devant les membres des conseils de sécurité des Nations Unies. Nous nous mobilisons de manière pacifique, organisée. Nous organisons des équipes de relève, de sorte que ces manifestations durent 2, 3, 4 jours. Nous organisons un système de ravitaillement dans la non-violence. Je pense que notre cause est tellement juste que, coûte que coûte, eh bien, le monde va finir par comprendre que le Rwanda doit être sanctionné. Mais entre-temps, comme je viens de le dire, la résistance militaire des FARDC, des Ouazalendo, devrait être soutenue par des opérations sur toutes les lignes, sur tous ces axes-là, à travers un commandement cohérent. Troisième proposition, il faut pousser l'Union africaine à obtenir du Rwanda, si le Rwanda a des revendications à faire, à revenir à la limite, après s'être retiré de Goma, il faut que le Rwanda se retire de cette ville, parce que faute de quoi, la guerre continue à l'intérieur de la ville. Si le Rwanda persiste à revendiquer la résolution de certaines questions, dont la question des FDLR, que le régime Félix gère avec beaucoup de maladresse, eh bien, il faudrait les contraindre, ne serait-ce qu'à respecter, à revenir au cessez-le-feu du 4 août, que la question FDLR soit réglée à toute transparence, à toute intelligence, mais enfin, il faut que Félix donne les gages de la bonne volonté à travailler à la cohésion nationale. Un royaume divisé ne peut jamais gagner la guerre.
l'hécatombe que Kagame provoque sur Goma démontre jusqu'à quel degré il est déterminé à détruire la RDC. Il est déterminé à réussir son plan de balkanisation, qu'importe le nombre de morts, qu'importe l'intensité du génocide. En conséquence, nous devons prendre cette guerre au sérieux, travailler à la cohésion nationale, abandonner des comportements d'inconscience. Comment comprendre pendant que le pays vit une agression d'une si grave et cruauté, la priorité du régime soit le changement de constitution? Comment comprendre que pendant que nous vivons une hécatombe comme celle-ci, on ne décrète pas des actes de soutien, de solidarité nationale, des gestes concrets à ces militaires? Parce que avoir l'engagement des militaires sur la ligne de front, j'ai compris que le service militaire est différent des matchs de football. Barça et Real peuvent s'affronter, celui-ci gagne avec 5-0, il n'y a pas de mort. Le service militaire, c'est différent d'une campagne électorale. Trump gagne, Kamala perd, il n'y a pas mort. Mais l'engagement des militaires au front, à l'heure où nous parlons, c'est la mort. C'est la mort. Par amour pour nous, ces militaires n'ont pas aimé leur vie. Ils ont accepté de la donner pour nous. La République devrait poser des gestes significatifs. Autrement, nous devons cesser la complaisance dans le financement de notre armée. Le Rwanda a développé des moyens, une logistique importante pour financer son agression, avec un budget de 5,6 milliards de dollars pour tous les secteurs de la vie nationale du Rwanda. Où vont les 15, les 16 milliards du budget de la RDC? Pourquoi ne pouvons-nous pas dire la loi de programmation militaire demande simplement 5 milliards? Débloquons-les d'un seul coup. Depuis que la MONUSCO nous a démontré que ces agresseurs étaient dotés de moyens sophistiqués, qu'avons-nous fait comme effort de réorganisation de notre armée? Qu'avons-nous fait pour nous rassurer que, à cas d'attaque sur Goma, nous avons disposé de capacités à partir de l'aéroport de Kindu, de l'aéroport de Kisangani, de l'aéroport de Beni, de Kavumu, pour qu'une intervention aérienne arrive. Donc, pour tous ces défis-là, eh bien, nous devons sans complaisance trouver des solutions de toute urgence, mais comme je l'ai dit, des responsabilités doivent être dégagées, à commencer par la responsabilité de M. Félix Tshisekedi. Voilà, alors, pour terminer, il y a ceux qui demandent à ce qui est dialogue. Vous êtes partant, surtout vous décidez. Ces dialogues-là devaient aussi inclure les groupes rebelles, Nanga et les autres. Alors, nous avons appelé effectivement à ce que les pères spirituels organisent une table ronde sous les thèmes vérité, réconciliation, cohésion nationale. Parce que la crise actuelle, telle qu'elle se présente, vous avez Nanga qui vient à la tête, et puis comme Judas est venu à la tête de ceux qui sont venus tuer Jésus. Vous avez de l'autre côté Félix. Or, tous les deux sont les concernés du hold-up électoral de 2019. C'est dire que l'origine de tous ces désastres que nous sommes en train de vivre part de là. Vous avez également Félix qui a perpétué la désunion. D'abord, il a roulé tous ses partenaires d'FCCH. Il roule aujourd'hui ses partenaires de l'Union sacrée. Il veut rouler tout le monde aujourd'hui avec un projet de changement de constitution, c'est-à-dire confisquer même le processus électoral de 2028. Mais si nous continuons à cette allure-là, Félix est en train de donner des grains au moulin de l'agresseur. Il est en train de créer des aigris, des frustrés qui partent ajouter les rangs de l'agression, de sorte que vous avez suivi, l'Union africaine qualifie l'agression des oppositions politiques armées. Mais qui pousse à ça? C'est Félix. Parce que, à force de dérouler ses agresseurs, non, ses partenaires, les Nanga et autres sont ses partenaires. Tous les autres, tous ces aigris, tous ces frustrés, grossissent les rangs, n'est-ce pas,
du M23, de l'AFC, et de sorte qu'il devient de plus en plus impossible de nier la présence des Congolais aux côtés de l'agresseur. Mais nous savons la politique de Kagame. Depuis le RCD, depuis l'AFTEL. Il veut congoliser les choses. Il veut congoliser les choses. Et celui qui donne tous ces avantages-là, c'est Félix. À côté du fait que l'amateurisme dans la gestion de la question FDLR laisse à penser qu'il y a une complicité de manière à donner des arguments à Paul Kagame pour qu'il présente son agression comme une guerre de légitime défense. Vous avez suivi ces images que Denise Nyakeru rend visite à des blessés et qu'on publie une photo avec un blessé portant le logo CRAP. CRAP, les experts des Nations Unies ont parlé de CRAP comme une unité des FDLR. Est-ce que c'est un dessein ou c'est inconsciemment que Nyakeru permet la publication d'une image comme celle-là le samedi, la veille de la tenue de la réunion du Conseil de sécurité, sachant qu'au cours de cette réunion-là, le Rwanda va soulever son prétexte de la présence des FDLR. Vous avez suivi également le fameux mandat spécial signé par Anthony Kizo, le directeur de cabinet de Félix, au profit d'un certain, je ne sais pas, Gaou, pour qu'il aille amener, je ne sais pas si, Rwandais, détenus du tribunal pénal international Rwanda, pour les ramener au Rwanda. Et on publie une lettre pareille comme celle-là, comme pour charger la RDC. Beaucoup d'autres actes qui rendent notre plaidoirie, notre combat diplomatique difficile, qui sont des actes de complicité avec l'ennemi. Et ça, quelqu'un doit en répondre obligatoirement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Kassekwa, surtout de votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Alors, on continue tout de suite.